Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du Shift Project consacré ce soir à notre rapport sur l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz naturel et plus précisément sur tous les risques afférents. On va être ensemble donc pour environ 2 heures. On va commencer avec 2 mots d'introduction. Un premier mot d'introduction par Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, suivi par une intervention de Léa Gobin, chargée de mission sécurité énergétique à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Ensuite, on aura une présentation du rapport par Mathieu Ozano, directeur du Shift Project et donc pilote de ces travaux. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Alexandre Sobo, donc président de France Industrie, qui réagira aux conclusions de ce rapport. Et enfin, nous aurons un temps de questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à utiliser l'onglet Q&R de Zoom et à utiliser les commentaires sur le live Facebook pour justement intervenir et poser vos questions. Si vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin, sachez également qu'un replay sera disponible juste après l'événement sur Facebook et dans quelques jours sur notre page YouTube. Très rapidement, en quelques mots, donc le Shift Project, je vais laisser Jean-Marc Jancovici le présenter. Donc, nous sommes un think tank consacré à la décarbonation de l'économie. Jean-Marc, si tu es prêt, je vais te donner la parole. C'est comme chez le photographe. Exactement. Comme chez le dentiste. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver virtuellement. Ravi, vous verrez à la fin de la présentation si vous êtes ravis, pour ce travail que nous avons fait sur l'approvisionnement européen en gaz. Alors, juste avant de passer derrière cet écran, je venais de vérifier 2 chiffres. Le gaz représentait en 2021, si j'en crois les statistiques de BP, Statistical Review, un petit quart de l'approvisionnement énergétique européen, c'est-à-dire que ça représentait un petit quart des kilowattheures qui alimentent les machines qui nous rendent service, et ça représentait un petit 20% de la production électrique européenne. On est donc en train de parler d'un terme qui est en pratique le 2e terme d'approvisionnement européen après le pétrole, dont il faut rappeler que c'est la première des énergies primaires encore aujourd'hui qui est consommée en Europe. Certaines et certains d'entre vous s'en rappelleront peut-être, mais il y a à peu près 1 an, nous vous avions présenté un travail qui a été fait sur le futur de l'approvisionnement européen en pétrole. Alors, comment est-ce que ce travail avait été conçu? Il ne représentait pas un pronostic, il ne représentait pas un scénario. Il représentait un haut de fourchette selon notre analyse, sur la quantité maximale de pétrole qui pouvait être disponible auprès des fournisseurs de l'Europe, et plus exactement des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, dans une hypothèse où la seule limite à l'approvisionnement, la seule limite à l'extraction du sous-sol aurait été une limite géologico-technique, on va dire, et pas du tout une limite liée à notre envie de baisser les émissions de gaz carbonique aussi rapidement que possible. Donc, il ne s'agit bien évidemment pas d'un travail qui représente ni un souhait ni un pronostic. Il s'agissait simplement de montrer que, quand bien même la question du changement climatique ne nous préoccuperait pas plus que cela et que nous n'aurions pas spécialement envie, pour des raisons de pouvoir d'achat, pour des raisons d'organisation de la société, pour des raisons de prix, pour des raisons quelles qu'elles soient, de baisser notre consommation de pétrole, parce que là, en l'occurrence, il s'agissait de pétrole, la géologie, malheureusement, s'en chargerait pour nous. C'est un peu dans le même esprit que nous avons travaillé sur l'approvisionnement européen en gaz. Il se trouve que le même esprit est représenté à la fois par le fait que nous avons été piochés dans la même base de données. En ce qui concernait le pétrole, on a eu accès à l'intégralité des gisements exploités ou à découvrir dans le monde tenus par Rystad Energy. C'est la même société qui nous a fourni l'intégralité des gisements gaziers dans le monde, dont on s'est inspiré pour mener cette étude. C'est un travail d'analyse qui a été fait ou revu par des gens qui connaissent intimement la technique du secteur. Et enfin, le résultat qui va vous être montré ce soir, il n'est pas à prendre comme voici notre pronostic, il est à prendre comme voici la borne supérieure de ce qui nous serait physiquement accessible, encore une fois, quand bien même le sujet du climat n'en serait pas un. Il ne vous aura pas échappé que le gaz a été largement vu en ce qui concerne notre système électrique comme une énergie dite de transition, c'est-à-dire que bien qu'il soit fossile, puisque le gaz est une énergie fossile, exactement comme le pétrole, un certain nombre de scénarios s'appuyaient sur un recours transitoire au gaz pour que le système puisse fonctionner
Bien évidemment, ce recours transitoire au gaz, il a deux conditions limites. D'abord, il suppose de continuer à émettre du CO2, mais surtout, il suppose que le gaz soit bien là. Et donc, c'est la deuxième question qui va particulièrement nous intéresser ce soir. Pour conclure ce mot d'introduction, le travail qui est désormais en ligne sur notre site, vous verrez qu'il a été soutenu par 3 institutions qu'on peut considérer comme étant des institutions ou des entités raisonnablement sérieuses, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une entité du ministère des Armées, de RTE, qui fait un tout petit peu l'actualité en ce moment aussi, et qui était bien évidemment intéressé à connaître le résultat, et enfin du BRGM, qui est le service public français qui s'intéresse à ce qu'il y a sous le sol et à ce qu'on pourrait éventuellement en tirer à l'avenir. Voilà, donc on est très heureux et très fiers d'avoir été considérés comme un interlocuteur légitime par ces 3 entités pour vous fournir le travail qui va être présenté maintenant par mes successeurs. À vous, Cognac G, et je passe la parole à la suivante. Merci Jean-Marc. Vous nous voyez donc en direct passer la parole. Donc, merci beaucoup Jean-Marc pour cette introduction. Et justement, comme tu l'as dit, ce travail a été soutenu par des partenaires et notamment la DGRIS. Donc, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Léa Gobin, qui est donc chargée de mission sécurité énergétique au sein de la DGRIS. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je remercie les équipes du Shift pour ce rapport. Merci à Jean-Marc Jancovici pour cette introduction. Donc, tout d'abord, je vais rappeler l'importance pour la DGRIS de soutenir une telle démarche prospective. C'est une étude qui a été réalisée par le Shift Project, mais ce n'est pas la première étude, comme l'a rappelé Jean-Marc Jancovici. Une première étude avait été réalisée sur les risques pesant sur l'approvisionnement pétrolier de l'Union européenne, qui a été présentée en février 2022 à l'école de guerre. C'est une deuxième étude que nous avons commandée à la DGRIS auprès des équipes du Shift Project et qui participe activement à accroître les connaissances du ministère des Armées, la réflexion stratégique et la capacité d'anticipation du ministère des Armées, notamment sur les risques et les impacts sur les approvisionnements pétroliers, mais aussi les impacts pour les forces armées en termes de défense et de sécurité. Donc, c'est assez logiquement qu'on a pensé à cette deuxième étude sur le gaz, mais c'était bien avant l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, parce qu'on sait très bien que le marché de l'énergie connaissait déjà des fragilités existantes. Et ce n'est pas nouveau que l'énergie est utilisée comme une arme et vecteur de tension et d'instabilité pour les pays. On le sait très bien et je pense que les études du Shift Project nous le montrent, et également avec Carbon 4, qu'on vit dans un monde où la question de la raréfaction des ressources se pose. On observe, et vous le verrez dans cette présentation encore ce soir, un déclin tendanciel des ressources pétro-gazières, une déplétion des gisements et des risques qui existent sur les perspectives de production mondiale. Et ces risques-là ne seront pas sans conséquence sur, de un, les pays producteurs, sur la stabilité de ces pays producteurs qui dépendent notamment d'une manne pétro-gazière, mais également sur les pays importateurs, comme on le voit au sein des pays de l'Union européenne, ce qui intéresse grandement le ministère des Armées. Pour finir, on le sait au ministère, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la pérennité de nos approvisionnements. Le ministère des Armées a pris les enjeux, a pris des mesures suite à ces enjeux en sortant une stratégie énergétique de défense en 2020 et une stratégie climat-défense récemment. Donc, qui a pour objectif notamment de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et également de favoriser le développement des énergies alternatives. Je rappellerai pour finir que la DGRIS pilote 2 observatoires, un observatoire sur la sécurité énergétique et des matières énergétiques et un observatoire climat, des rapports qui sont publics et publiés sur le site de la DGRIS ou de l'IRIS, et qui sont des rapports très intéressants sur des enjeux divers de ressources et de climat.
Merci beaucoup. Je passe la parole à Mathieu Ozano. Merci beaucoup Léa Gobin. Donc, je rappelle que vous êtes chargée de mission sécurité énergétique au sein de la DGRIS. Avant de passer la parole à Mathieu Ozano, je vais vous rappeler donc, en quelques mots ce qu'est The Shift Project, notre association. Donc, nous sommes un think tank. Nous avons été créés en 2010 par Jean-Marc Jancovici avec donc d'autres personnes, notamment Geneviève Ferron-Creuset, Michel Lepetit, Laurent Morel. Nous avons pour mission d'éclairer, d'influencer le débat sur la transition énergétique. Nous sommes une association d'intérêt général guidée par l'exigence de la rigueur scientifique. Concrètement, pour éclairer ce débat, nous constituons des groupes de travail qui mobilisent des centaines d'experts sur différents secteurs, différents sujets. Nous menons des travaux donc, qui font ensuite des propositions pragmatiques et concrètes pour apporter une vision physique de l'économie. Toutes les analyses sont disponibles sur le site du Shift Project. Et nous menons également des campagnes de communication, d'influence auprès des décideurs politiques et économiques. Nous organisons des dizaines d'événements chaque année. Et enfin, nous avons des partenariats avec des organisations professionnelles, universitaires et des acteurs en France, en Europe et à l'étranger. Donc, vous avez ici un aperçu de la composition de notre équipe. Donc, dans le bureau, les fondateurs dont je parlais tout à l'heure, l'équipe salariée est dirigée par Mathieu Ozano qui prendra la parole tout à l'heure. Nous avons également une centaine de chefs de projet et d'experts thématiques. Et enfin, last but not least, les shifters qui sont aujourd'hui plus de 20 000 bénévoles qui contribuent au rayonnement des travaux du Shift Project et qu'on remercie chaudement. Je suis sûre qu'il y en a plein avec nous ce soir. Donc, les shifters qui aident le Shift sur des programmes précis et qui développent également leurs propres projets, notamment pour servir, pour porter ce travail d'éclairage et d'influence auprès des acteurs. Enfin, comme nous sommes une association, nous ne fonctionnons qu'avec des dons. Nous avons une trentaine d'entreprises membres qui apparaissent à l'écran, que nous remercions d'ailleurs pour leur soutien. Nous avons également des sponsors institutionnels et des sponsors comme des fondations et des associations. Si vous souhaitez adhérer en tant que membre, vous pouvez écrire à partenariat avec un s@theshiftproject.org. Et si vous souhaitez faire un don, vous pourrez retrouver notre page Hello Asso, donc en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Tous ces dons nous seront précieux pour continuer à poursuivre ces travaux d'intérêt général qui, comme vous pouvez le voir, donc, sont particulièrement utiles, notamment en ces périodes chahutées par différentes crises climatiques et énergétiques. Je passe tout de suite la parole à Mathieu Ozano, donc directeur du Shift Project, qui a piloté ce rapport sur l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz. Merci. On continue le jeu de chaises musicales. Bonsoir à tous et merci beaucoup à Léa, à Jean-Marc et à Emma. Donc, on va essayer en quelques minutes de faire le tour de ce travail qui consiste non pas à prédire l'avenir, comme l'a dit Jean-Marc, mais à dessiner les contours d'un risque. On a le Shift, deux excellentes raisons de sortir des énergies fossiles. Il y a le climat, il y a une seconde zone de danger, il y a un second risque qui a trait au caractère tarissable des ressources fossiles. Et le Shift Project, parmi ses caractéristiques, a celle qui consiste à être attentif évidemment aux enjeux climatiques, mais également aux enjeux de déplétion des ressources de manière générale et des ressources fossiles en particulier, comme seconde excellente raison cumulative de se préoccuper concrètement de la sortie des énergies fossiles. Léa le disait tout à l'heure, également Jean-Marc, on en est très fiers, la troisième fois qu'on produit un travail tâchant de documenter cette question de sécurité des approvisionnements fossiles, en énergie fossile de l'Union européenne. L'Union européenne a les objectifs les plus ambitieux au monde, très probablement en termes de sortie des énergies fossiles à cause du climat. Nous n'en demeurons pas moins à date, et nous en subissons les conséquences, les premiers importateurs mondiaux
En tant qu'entité politique, l'Union européenne dans son ensemble est aujourd'hui à peu près à égalité avec la Chine, le plus gros importateur mondial de pétrole et de charbon. Vous avez là, sur ce premier slide, un aperçu du premier travail que nous avons produit en 2020 pour la DGRIS. Alors, si je résume, qu'est-ce que vous avez sur ce graphique, sur ce camembert? Eh bien, d'après la source sur laquelle on s'est appuyé les 3 fois, donc je dois en dire un mot, qui est la société norvégienne d'intelligence économique Rystad Energy. Donc, Rystad Energy, c'est l'une des 3 sociétés mondiales de référence dans le domaine de l'intelligence économique sur l'industrie du oil and gas, du pétrole et du gaz naturel. Donc, elle nous permet d'utiliser un télescope professionnel pour regarder un petit peu ce qu'on a devant nous en termes de capacité future de production de pétrole et de gaz, qu'il s'agisse de réserves, d'investissements, d'infrastructures, etc. Rystad offre une capacité de regarder de manière très détaillée l'ensemble des paramètres de l'équation, et c'est effectivement une société qui nourrit notamment les travaux de l'Agence internationale de l'énergie. Donc sur ce graphique-là, qui remonte à 2020, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce que l'on sait tous aujourd'hui, et ce qu'on ne savait pas forcément à l'époque, c'est que la Russie est le premier pays qui approvisionne en pétrole brut l'Union européenne. Sur ce graphique, vous avez l'ensemble des pays qui approvisionnent l'Union européenne par volume qu'ils apportent aux stations-service de l'ensemble du territoire de l'Union. Et tous les pays qui sont en rouge, pour des raisons écologiques, pour des raisons géologiques, sont voués, d'après Rystad, à connaître un déclin de leur production d'ici à 2030. C'était en 2018. Le travail était sorti en 2020. Et du fait de la déplétion, du vieillissement d'un certain nombre de régions pétrolifères, on s'attend à ce que cette production décline. Alors, c'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour l'ensemble du continent africain, c'est vrai pour l'ensemble du bloc ex-Union soviétique. Donc, c'est une première approche que l'on avait proposée à l'époque de la zone de risque. Encore une fois, là, on ne prédit rien du tout. On dit, tiens, il y a une zone de récif, et plus on reste dépendant des énergies fossiles, plus on se laisse dériver vers cette zone de récif qui se matérialiserait par des contraintes d'approvisionnement en brut pour l'Union européenne. Un aperçu de la seconde étude, rapidement, qu'on avait produite, dont a parlé Léa, que l'on a restitué notamment à l'école de guerre. Alors, c'est un travail où on a repris à nouveau le travail de Rystad, mais cette fois en critiquant les données de Rystad en termes de réserve, de capacité de production, et c'est un travail que j'avais confié à censément 3 des meilleurs spécialistes français de la question. Olivier Reich, qui est à nouveau conseiller sur la 3e étude que je m'apprête à vous présenter, et puis Alain Lehner et Marc Blaiseau, qui ont été longtemps responsables pour l'un des gisements de Total, et pour l'autre, Marc, de l'exploration. Et Marc fait à nouveau partie des gens qui nous ont fait l'amabilité de relire et de conseiller sur ce 3e travail. Leur résultat, c'était une aggravation des perspectives tracées dans la première étude, compte tenu de ce qu'ils savent de l'état des réserves et de la capacité à la mettre en production. Le résultat consistait à dire que dès cette décennie, il y a une probabilité, il y a un risque à nouveau. On fait vraiment des analyses de risque et on ne prédit pas l'avenir. On dit voilà quels sont les risques en se laissant porter dans la pente de plus faible résistance, si j'ose dire. Le risque étant que l'Union européenne connaisse des contraintes d'approvisionnement en pétrole dès cette décennie, et le risque se transformant, ce que vous voyez sur ce graphique, en, j'allais dire quasi-certitude, en tout cas un risque extrêmement élevé pour la décennie 2030. Tout en bas de ce graphique, vous avez donc effectivement les approvisionnements de l'Union européenne par pays en pétrole, et tout en bas, vous voyez la Russie. La Russie étant un cas d'école d'un pays dont les ressources, une bonne part des ressources, à peu près la moitié des ressources, sont matures. Dans l'industrie, dans les industries extractives, une ressource mature, ça veut dire que vous avez vidé la moitié de l'entrepôt. Et qu'à partir du moment où vous avez vidé la moitié de l'entrepôt, eh bien, votre production est vouée, parce que vous êtes capable de sortir encore l'entrepôt, votre production est vouée à décliner de plus ou moins vite. Donc, c'est l'aperçu qu'on donnait en 2021.
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ce sujet-là? Il faut quand même en dire un mot. On remet ce graphique dans l'étude parce que c'est un sujet connexe qui est évidemment lié. Rystad Energy s'attend à un fort déclin des capacités de production de la Russie à l'horizon 2030, beaucoup plus rapide que ce qui était anticipé du fait du désengagement des sociétés techniques et des investisseurs occidentaux. Donc, vous voyez effectivement ce que nous, on appelle une voiture balai sur ces sujets-là. Plus on tarde à se décarboner, plus on risque d'être attrapé par une voiture balai. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est que guerre ou pas guerre, boycott ou pas boycott du pétrole russe, il y a un phénomène de déplétion qui est foncier et qui est aggravé par ce que les pétroliers aiment bien appeler des questions above ground. Le phénomène foncier, à la lettre, il est below ground. Là, vous avez complications que l'on va retrouver sur les thématiques gaz que l'on va aborder maintenant. Une complication de phénomènes fonciers aggravés par des turpitudes ou des événements qui se passent à la surface sur le plancher des vaches. Alors, maintenant, le plat de résistance, un aperçu du travail que vous pouvez trouver en ligne sur le site du Shift, qui a consisté effectivement à tâcher de décrire les contours de risque pour les approvisionnements de l'Union européenne en gaz naturel à futur. C'est-à-dire qu'on a regardé de l'année prochaine. Là, aujourd'hui, tout le monde est très focalisé, c'est naturel, sur cet hiver. Et bien, nous, on s'est posé la question de l'hiver prochain, et puis de l'hiver prochain encore, jusqu'à un horizon qui va jusqu'à la fin de la prochaine décennie. Je dis bien que à nouveau, j'insiste, c'est une analyse de risque. On ne prétend pas épuiser le sujet, on prétend, comme toujours au Shift, le lancer sur des bases cohérentes. On prétend lancer la conversation et ne pas l'épuiser. On pense que le sujet est suffisamment grave pour qu'il soit discuté. On offre un aperçu, on a fait de notre mieux pour donner une photographie à date d'une situation hautement précaire pour qualifier un risque et, encore une fois, ne pas prétendre d'une quelconque façon prédire l'avenir. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on est arrivé là? La première question de contexte qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est confronté aux conséquences des turpitudes de M. Poutine strictement, ou est-ce que c'est un peu plus grave que ça? Je ne sais plus quel est l'historien qui disait que les problèmes structurels n'étaient jamais qu'une succession de problèmes conjoncturels. Est-ce qu'on est entré dans une crise énergétique? Vous allez voir qu'on n'est pas très sûr qu'on puisse en sortir. Mais quel a été l'élément déclencheur? Si on rembobine ce qui s'est passé dans les derniers mois historiques qu'on vient de vivre, il ne faudra pas se tromper. L'envolée des cours du gaz et de l'énergie ne s'est pas produite en février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. En fait, elle démarre, cette envolée des prix du gaz et de l'électricité en Europe démarre à l'automne, véritablement 2021, c'est-à-dire au sortir de la crise du Covid, avec un redémarrage de la demande mondiale de gaz naturel de manière générale et de GNL en particulier, avec d'ores et déjà ce qu'on va illustrer dans l'étude et ce qui va, à notre sens, s'aggraver de manière structurelle dans les années qui viennent, une très vive concurrence d'approvisionnement entre les pays qui ont un besoin vital d'importation, les puissances qui ont un besoin vital d'importation de gaz naturel. C'est ce que vous voyez clairement sur ce graphique. Les prix ont commencé à s'envoler. On avait déjà des prix totalement hors normes par rapport à ce qu'on connaissait dès le mois d'octobre 2021. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène structurel? Eh bien, classiquement, en économie, on regarde l'équilibre offre-demande, que lorsqu'on veut comprendre ce qui se passe sur les prix, eh bien, la demande mondiale de gaz naturel, ici, vous avez les importations nettes par continent, donc les gens qui ont besoin d'acheter du gaz naturel, que ce soit par gazoduc ou par bateau, eh bien, on voit clairement un phénomène, là encore, structurel, profond, qui est l'émergence de la demande en gaz naturel de l'Asie. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là et pourquoi on a, pour nous, un risque d'aggravation très clair, des tensions d'approvisionnement
sur la ressource gaz naturel en général, et en particulier sur le GNL, sur le gaz naturel liquéfié qui vient par navire méthanier, eh bien parce que c'est que le début de l'histoire, et que d'après les projections de Rystad Energy, mais qui sont tout à fait en phase avec ce que disent la plupart des sources de référence sur le sujet, il faut s'attendre, a priori, à voir la demande, satisfaite ou pas, on verra, c'est la question, en tout cas, la demande asiatique foncièrement continuer à croître à peu près au même rythme que ce qu'on a connu depuis le début de la décennie 2000. Donc, la demande croît. L'offre, en tout cas, la production européenne de gaz naturel, elle décroît. Et elle décroît à nouveau de manière structurelle et systématique, encore plus structurelle, parce qu'elle décroît pour des raisons qui sont fondamentalement écologiques, c'est-à-dire géologiques. La mer du Nord s'épuise. La mer du Nord, que ce soit d'ailleurs pour le gaz ou pour le pétrole, est un cas d'école d'un phénomène de déplétion géologique pour des raisons absolument triviales qui se ramènent à une lapalissade. C'est que plus vous allez vider un verre, plus vite vous avez de chances qu'il se vide. Et c'est ce qui se passe pour la production en gaz de l'Europe hors Russie. Et vous voyez que donc l'Union européenne, sa propre production, elle décroît, c'est la partie en bleu, et puis celle de l'Europe occidentale de manière générale, elle décroît également avec une possibilité dans le futur de voir nos amis norvégiens développer suffisamment de nouveaux champs en mer de Norvège et en mer de Barents particulièrement, pour ralentir ce phénomène de déplétion et placer la production de l'Europe sur une espèce de plateau pour la décennie en cours, avec une reprise de la déplétion plus tard. Alors ça, c'est le futur. Donc le futur, c'est incertain par définition. Et donc, là, on ne fait que décrire les contours d'une situation. Ce qui est certain, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce qui nous amène à des niveaux de prix qu'on a commencé à connaître à partir de l'automne 2021, c'est une demande mondiale qui croît, une production pour nous domestique qui décroît de manière systématique et ancienne, et qu'on n'a pas du tout traité en fait dans les politiques énergétiques et dans les politiques industrielles, qui fait que les prix de gaz naturel en Europe s'envolent. Voilà. Donc ça, c'est à la portée d'un étudiant, même d'un lycéen en économie. Si vous avez une demande qui croît et une production domestique qui décroît, il faut s'attendre à voir les prix augmenter. Il est bien possible, et je pense qu'il y a une leçon à tirer avec ça, que Moscou ait saisi une fenêtre d'opportunité. En tout cas, ils ne sont pas à l'origine de la crise énergétique dans laquelle nous sommes entrés pour un temps défini. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Où est-ce qu'on va à partir de là? La demande européenne. La demande de l'Union européenne, aujourd'hui, on est devant un large éventail de possibles qui est représenté sur ce graphique, avec l'évolution effectivement de la demande passée et future escomptée selon différentes hypothèses de la demande de l'Union européenne. Alors, si je vais de bas en haut, la petite croix rouge là avec le trait, c'est le scénario REPowerEU, qui est un scénario d'urgence qui a été proposé par la Commission européenne pour tenter une espèce de plan de secours, de sortie de secours du gaz russe. On ne va pas tellement s'y attarder là-dessus parce que, pour diverses raisons, ne serait-ce que la première étant qu'on a manifestement là quelque chose qui ne s'impose pas aux pays européens, qui est illustratif d'une crise conjoncturelle et d'un azimut à prendre pour passer peut-être simplement l'hiver 2022. Ce qui est acté aujourd'hui en Europe, c'est la croix jaune, c'est Fit for 55. Alors, Fit for 55, c'est un ensemble de règlements européens qui ont été avalisés et adoptés par les pays européens. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'objectif fixé, que s'est fixé l'Union européenne en termes de décrue de sa consommation de gaz naturel. Au-dessus, c'est le scénario Rystad, donc qui, compte tenu de ce qu'ils observent sur le marché, voilà, ils tracent une ligne.
hypothétique d'évolution. Donc, vous voyez, hein, c'est une stagnation au niveau de 2022 de la consommation. Je dis bien au niveau de 2022, parce que 2022, c'est une année d'ores et déjà exceptionnelle en termes de consommation. Et puis, tout en haut, eh bien, on a simplement tiré un trait en prenant, disons, la dernière année, entre guillemets, normale de consommation, qui est l'année 2021. Donc, vous voyez qu'entre la croix rouge en bas et le trait fin orange clair en haut, ben, vous avez du simple au double, même plus que ça. Donc, c'est ça l'ouverture des possibles. Alors, tout n'est pas possible en énergie, hein. Tout n'est pas possible dans le domaine industriel. Et on a un phénomène, quelqu'un a parlé du syndrome du Titanic, c'est comme un navire, c'est-à-dire qu'il y a une grande inertie, vous ne virez pas de bord comme ça. Donc, à date, le plus vraisemblable, c'est qu'on se balade quelque part entre le scénario de Richthofen et la situation 2021. En termes de demande, je dis bien de demande et pas de consommation. Une demande, c'est quelque chose de virtuel, elle peut ou pas être satisfaite. Voilà. Et la confrontation entre l'offre et la demande, lorsque l'offre est structurellement inférieure, eh bien, ça s'appelle de la destruction de demande. La destruction subie ou anticipée, et je pense que c'est le point fondamental de notre propos, en tout cas des conclusions que le Shift tire de ce travail. Donc voilà, on a cette fenêtre de possible, et nous, le Shift, on s'est baladé en fait dans les différents résultats que vous allez voir, entre une hypothèse où la demande serait structurellement au même niveau qu'elle est actuellement, l'objectif que font fixer les nations européennes, qui est Fit for 55, la croix jaune, et puis un scénario intermédiaire qui vaut ce qu'il vaut, mais qui pose en moins des chiffres qui sont circonstanciés. Pourquoi est-ce que Richthofen ne se met pas plus proche de l'objectif de l'Union européenne? Eh bien, d'un mot, et vous verrez les détails dans l'étude, eh bien, tout simplement parce qu'il n'y croit pas. Et d'ores et déjà, même le scénario de Richthofen, lui, est spéculatif. Donc, de toute façon, l'avenir, de manière générale, est spéculatif. Et c'est bien là que nous, on suspend notre jugement. On décrit une zone de risque, on ne prédit pas l'avenir. Même si nous, on pousse, évidemment, à la décarbonation, mais ça, c'est notre volonté. C'est très différent de l'observation. Alors, au résultat, à quoi est-ce qu'on arrive? Donc là, vous avez un graphique extrêmement touffu sur lequel je vais m'attarder un petit peu, qui résume la première partie de nos conclusions. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Peut-être avant que je prenne le détail de ce qu'il y a sur ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Eh bien, tout simplement, on a cherché à définir un reste à trouver. Un reste à trouver, une différence entre différents scénarios d'évolution de la demande de l'Union européenne et puis ce qu'on sait pour sûr ou quasiment sûr des capacités de l'Union européenne à date, et j'insiste bien à date, 6 décembre 2022, on est confronté à une situation de guerre du côté de notre premier approvisionneur en gaz naturel. Donc, quelle est la différence à date entre ce qu'on sait de notre capacité à répondre à nos besoins en gaz naturel et de ce qu'on peut deviner de nos besoins futurs, on se dit gaz naturel. Voilà. Donc, si je remonte de bas en haut ce graphique, qu'est-ce qu'on a là-dessus? En bleu foncé, vous retrouvez la déplétion historique de la production en gaz naturel de l'Union européenne, avec une capacité à stabiliser, potentiel à stabiliser les choses dans les années qui viennent. En bleu clair, vous avez les volumes de gaz naturel liquéfié, donc c'est le gaz naturel qui vient par navire méthanier d'un peu partout dans le monde. On a les contrats d'ores et déjà passés par différents acteurs au sein de l'Union européenne. Donc c'est du gaz naturel qui normalement doit arriver jusqu'à nos terminaux méthaniers. Je dis d'un mot, c'est la grosse plus-value des données fournies par Rystad Energy qu'on a utilisées cette année, c'est qu'elle donne une vision tout à fait détaillée de l'état des contrats d'approvisionnement en gaz naturel et de leur maturité. Ce qui permet de comprendre ce qui effectivement est promis et destiné effectivement aux terminaux méthaniers à peu près partout dans le monde, non seulement l'Union européenne, mais aussi dans le reste du monde. On va y venir dans la seconde partie du travail. En jaune clair, je continue à remonter ce graphique. En jaune clair, vous avez les volumes contractés cette fois non pas par navire méthanier, par GNL, mais par gazoduc. Donc là, essentiellement, vous avez la Norvège et l'Algérie.
et un petit peu l'Azerbaïdjan, mais essentiellement la Norvège et l'Algérie. Et puis, en jaune un peu plus foncé, eh bien, on a pris des hypothèses sur les capacités à contracter du gaz qui continuerait à venir par gazoduc, à nouveau, de Norvège et d'Algérie, en se fiant au profil de production fourni par Rystad Energy et aux capacités d'exportation afférentes. Voilà. Et maintenant, on attaque le gros point d'interrogation, c'est pour ça qu'on l'a mis en gris, c'est la zone grise, évidemment. Ce sont les volumes contractés auprès de la Russie. Et là, 6 décembre 2022, à nouveau, bien malin qui peut savoir où est-ce qu'on va se situer dans cette enveloppe, finalement, future de volume d'approvisionnement que l'on a, que des acteurs en Europe occidentale, en Union européenne, ont signé avec Gazprom et les autres fournisseurs de gaz russes. Alors, on a travaillé sur deux hypothèses, tout simplement. L'une où on serait livré des contrats au volume des contrats, du volume des contrats prévus, et l'une où on aurait un arrêt prolongé des livraisons de gaz russe. Donc, vous comprenez, hein, on se balade entre le haut de cette enveloppe grise et le bas de cette enveloppe grise. Et à nouveau, 6 décembre 2022, avec un arrêt sine-die de Nord Stream, qui est l'une des principales artères qui nous approvisionne en gaz naturel russe, bien, malheureusement, j'ose dire, pour la sécurité et pour l'union de l'Europe, c'est plutôt le bas de l'enveloppe qui semble vraisemblable aujourd'hui, au moins pour les années prochaines, puisqu'on sait, ne serait-ce que dans le cas de Nord Stream, il faudrait plusieurs années, très vraisemblablement, pour remettre cette artère en état de fonctionner. Donc, sans rentrer dans les détails, on a effectivement on a regardé ce reste à trouver en termes de capacité d'approvisionnement en se baladant, en posant l'hypothèse où on serait livré des volumes contractés d'ores et déjà contractés à date par la Russie et un arrêt prolongé des approvisionnements en provenance de Russie. Et ce qu'il y a au-dessus, vous retrouvez la demande, c'est-à-dire vous retrouvez le reste à trouver. Le reste à trouver, la zone assurée en orange, eh bien, c'est le reste à trouver si on est sur l'évolution de la demande escomptée par Rystad. Et la zone assurée en haut, eh bien, c'est le statu quo des demandes, des besoins satisfaits ou non, futurs en gaz naturel de l'Union européenne. Et puis, vous retrouvez effectivement Fit for 55, et vous constatez d'ores et déjà que l'objectif, fut-il tenu, de Fit for 55 permet d'être dans le bas de la zone de risque. Mais toute la question, c'est de savoir si l'Europe est capable d'avoir la consistance, la cohérence et l'audace pour tenir cet azimut. On en est loin aujourd'hui. Alors, on en est loin, et par contre, qu'est-ce qui nous pend au nez aujourd'hui? Alors, moi, je suis journaliste de formation, on ne se refait pas, j'aime bien regarder l'actualité pour avoir une intuition de ce qui peut se passer. Alors, on sait déjà que cette histoire de gaz naturel, de difficulté d'approvisionnement de l'Union européenne en gaz naturel, ça ne va pas s'arrêter cet hiver. L'Agence internationale de l'énergie nous prévient déjà qu'il y aura des tensions fortes pour l'Europe en 2023. Et puis finalement, pour nous, on a déjà des symptômes de cette très vive concurrence d'approvisionnement qu'on vit déjà aujourd'hui, qui est déjà réelle, avec un assèchement tel du marché de GNL d'une part, depuis l'automne, une reprise de la demande mondiale et une concurrence d'approvisionnement entre l'Asie et l'Europe, et une Europe qui, aujourd'hui, pour passer l'hiver, achète à des prix incroyables le GNL et prive peu ou prou des pays en développement, comme ici le Bangladesh, d'un gaz qui est non moins vital pour ce pays. Le Bangladesh, la part du gaz naturel dans le mix énergétique du Bangladesh étant absolument colossale. Donc, on a déjà cette situation de tension très vive, de concurrence d'approvisionnement entre l'Europe et l'Asie, et entre ces deux zones massives d'importation, au détriment des pays en développement tels que le Bangladesh.
Et effectivement, on a cette situation qui est identifiée comme, d'ores et déjà, et ce que nous, on apporte comme plus-value, c'est qu'on met des ordres de grandeur là-dessus. Ça n'a pas été fait encore, mais il y a clairement dans l'ambiance, et c'est reflété par les prix sur les marchés à terme, l'anticipation d'un marché sous tension, au moins pour les toutes prochaines années. Ça tombe tout le sens quand on regarde la question de l'avenir des approvisionnements russes. Tout l'enjeu, c'est de qualifier précisément. On voit bien qu'on est en train de dériver vers une zone de récif. L'important maintenant, c'est de cartographier cette zone de récif. Et de fait, il y a un autre récif qui est aussi la stabilité de l'Union. C'est-à-dire que ce récif, ça pourrait être quelque chose sur lequel l'Union, en elle-même de l'Europe, pourrait se fracasser. Puisqu'on a déjà, non pas forcément une concurrence intra-européenne, mais en tout cas une certaine cacophonie dans la capacité des membres de l'Union européenne à faire union face à une crise historique. Et pour nous, cette tension qu'on a sur le gaz, que l'on anticipe aussi sur le pétrole, qui pourrait émerger sur peut-être demain le cobalt ou le cuivre, on a pour nous la manifestation historique de ce que le Shift et d'autres acteurs depuis l'époque du rapport Meadows agitent comme spectre futur, mais qui est en train de devenir le présent, c'est le destin du futur au bout d'un moment, c'est l'entrée dans le monde des limites à la croissance. Et donc, il va falloir probablement anticiper une géopolitique s'exerçant, une géopolitique des puissances s'exerçant sous contrainte d'approvisionnement en énergie, étant la première ressource pour effectuer une puissance. Alors, parmi les aspects, je vais venir sur les conclusions principales de ce travail. Parmi les aspects que l'on documente, parmi les zones à risque, parmi les récifs que l'on identifie, il y a les capacités, ce n'est pas les conclusions principales, mais on donne une petite photographie là-dessus. Ce que vous voyez sur ce graphique-là, ce sont les capacités de regazéification, c'est-à-dire de transformation, de retransformation en gaz du gaz naturel liquéfié une fois qu'il est livré en bateau. Le gaz naturel liquéfié, on puise du gaz, on liquéfie dans les terminaux qui exportent et on regazéifie dans les pays qui importent. Eh bien, vous voyez, sans rentrer trop dans les détails, mais que en fonction, à nouveau des scénarios d'évolution de la demande, le risque de ne pas avoir des capacités suffisantes de regazéifier le gaz naturel dont on va avoir des besoins massifs, qui est d'autant plus élevé que la demande est élevée. Et là, tout ce qu'on peut se dire sur ce graphique, c'est qu'il y a une zone à risque, des goulots d'étranglement, cette fois en amont du problème principal qu'on va documenter dans quelques instants, en aval, pardon, excusez-moi. Une fois que le gaz est arrivé par méthanier dans les ports, est-ce qu'on est capable de le transformer, de le stocker, de l'acheminer? Eh bien, sans entrer trop dans les détails de ce graphique-là, vous voyez qu'il y a une zone d'incertitude, une possibilité de se retrouver dans une zone où effectivement vous n'avez pas les infrastructures. Alors là, ce sont les infrastructures de regazéification, mais derrière, il y a des capacités de stockage, d'acheminement, qui sont autant de goulots d'étranglement potentiels sur lesquels, pour l'instant, on a une vision incertaine. C'est bien la caractéristique d'une navigation à vue dans une zone de récif, une qualification incertaine, effectivement, de la nature des obstacles, des goulots d'étranglement dans notre capacité à nous approvisionner correctement, même si on arrive à l'acheter, si on arrive à le trouver sur le marché, à nous approvisionner correctement en aval, c'est-à-dire à acheminer le gaz à travers le territoire de l'Union, jusque dans les usines et dans les foyers. Ça, c'est un éclairage qu'on donne. Ce n'est pas du tout le cœur de l'étude, mais je le mentionne en passant parce que, encore une fois, on n'a pas prétendu du tout épuiser le sujet. Il y a beaucoup à dire sur une situation qui est extrêmement précaire. Alors, maintenant, la seconde partie de notre travail. La première partie, vous avez vu, on a défini un reste à trouver, finalement, un espace d'incertitude entre l'offre aujourd'hui contractée, j'allais dire garantie, mais ce n'est pas du tout le cas, on voit bien avec la Russie, mais en tout cas contractée, ou potentiellement contractable dans le cas de la Norvège, très vraisemblablement du gaz venant par gazoduc de Norvège et d'Algérie, et puis la demande.
les différentes possibilités d'évolution de cette demande. Bon. La seconde partie de notre travail, on a confronté ces approvisionnements aujourd'hui non identifiés, en faisant le même raisonnement sur le reste du monde. Quels sont les volumes, quelle est la différence entre la demande et les contrats pour les autres zones importatrices, et essentiellement aujourd'hui l'Asie. Donc je l'ai dit en introduction, on a un essor très fort de la demande asiatique en gaz naturel. Si on regarde un peu les choses en détail, ici, avec les importations de GNL de l'Asie, et puis le rappel du niveau par rapport auquel on est vis-à-vis de l'Union européenne, avec la courbe orange, si on détaille les choses par pays, bien qu'est-ce qu'on a? On a, à nouveau, si je vais de bas en haut, le Japon qui est sur un plateau déclinant de sa demande en gaz à mesure qu'il relance ses centrales à charbon et puis qui fait d'autres choses. Disons, voilà, on a une consommation stable, légèrement déclinante. On a la Corée du Sud qui est un très gros importateur. On trouve évidemment les grandes puissances économiques. La puissance suppose d'avoir des ressources en énergie adéquates. Donc, la Corée du Sud, faisant partie des grandes puissances asiatiques, a des gros besoins d'importation au gaz naturel. Taïwan. Et puis, évidemment, la Chine, qui est un gros producteur, on va y revenir, je crois, dans un instant, qui est un gros producteur de gaz naturel, mais qui n'en a pas moins, des besoins encore bien supérieurs en gaz naturel de manière générale et en GNL en particulier. Voilà, donc ça, c'est si vous regardez la barre noire, là, si vous regardez 2022, ce sont aujourd'hui l'essentiel des besoins en GNL, c'est, disons, l'Asie de l'Est. Voilà, cet ensemble de pays que vous avez sur le bas de la courbe. Le problème qu'on peut anticiper, c'est l'essor extrêmement important, attendu, virtuel pour l'instant, mais attendu de la demande pour le reste du continent asiatique. La demande bien de GNL, donc une concurrence d'approvisionnement, un espace nouveau de concurrence d'approvisionnement entre des pays qui sont structurellement ou qui sont en train de devenir structurellement, dans ce cas-là, importateurs massifs de gaz naturel. Et là, on retrouve notamment l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Donc, c'est finalement entre ces besoins d'importation Asie principalement, mais l'ensemble du monde et l'Union européenne que va se jouer la concurrence d'approvisionnement en GNL. Le GNL, c'est quelque chose qui vient par bateau. Donc, effectivement, c'est une concurrence mondiale. La différence des approvisionnements par gazoduc. Ici, vous avez la comparaison entre la demande de l'Asie de l'Est et ses approvisionnements. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'essentiel des volumes aujourd'hui contractés en gaz naturel, c'est de la demande qui existe en Asie de l'Est. Donc là, vous avez un aperçu non pas de l'ensemble de l'enveloppe de la concurrence, mais un focus sur le gros de la concurrence aujourd'hui existante vis-à-vis des approvisionnements GNL vis-à-vis de l'Union européenne, qui est l'Asie de l'Est. Et vous avez effectivement ce volume bleu clair, là, qui sont les contrats d'ores et déjà passés. Et vous retrouvez cette zone assurée, un peu le reste à trouver à nouveau, où va se jouer la concurrence d'approvisionnement sur des volumes susceptibles, c'est le troisième temps de l'analyse, susceptibles d'arriver sur le marché. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si on regarde les taux de couverture par des contrats d'approvisionnement existants en gaz naturel par rapport à la demande qui est attendue par Rystad, bien, la situation qui apparaît assez clairement, c'est que sur les contrats existants, alors je suis obligé de faire une petite parenthèse là, à tout instant, grosso modo, un tiers de la, c'est un ordre de grandeur très important à avoir en tête, un tiers de la demande de la consommation de gaz naturel est fournie par des contrats à court terme, de moins de 2 ans, grosso modo. Donc, typiquement, ce sont des contrats qui n'apparaissent pas lorsqu'on fait des projections à long terme. Et l'espace de concurrence peut se jouer sur des contrats qu'on a déjà passés à long terme ou sur des contrats qu'on n'a pas eu la prévention de passer suffisamment tôt, donc sur des contrats à court terme où la concurrence est évidemment, et on le voit aujourd'hui, beaucoup plus vive, avec des prix beaucoup plus volatiles. Alors là, effectivement, du coup, par définition, vous avez les contrats existants à long terme, c'est-à-dire dans l'industrie de plus de 2 ans. Et effectivement, on voit une différence sur la couverture de cette demande
assez net entre l'Union européenne et la Chine en particulier, et l'Asie de l'Est dans une moindre mesure. Alors, c'est assez frappant de voir que nos amis chinois sont couverts à 100%, d'après les données de Rystad, par rapport à une demande qui est croissante sur leur contrat d'approvisionnement long terme à horizon 2025. Si on prend l'hypothèse, vous avez compris aujourd'hui, qui est la moins probable, d'un retour à la normale et d'une fourniture des contrats prévus par la Russie, pourquoi c'est le moins probable, outre la continuation de la guerre, tout simplement, bien à cause de l'arrêt de Nord Stream, qui rend du coup peu probable que les volumes contractés soient livrés, en tout cas complètement. Ben, même dans ce cas-là, vous voyez que la Chine est bien mieux couverte, et dans une moindre mesure l'Asie du Sud-Est par rapport à l'Union européenne. Mais par contre, si on sort les contrats russes, ce qui est malheureusement pour la sécurité européenne aujourd'hui le plus probable, en tout cas en tendance, si vous sortez les volumes contractés avec la Russie, eh bien là, le décalage est tout à fait gigantesque. Alors, d'où vont venir les volumes? Avant de regarder effectivement comment est-ce qu'on définit le déficit potentiel sur le marché de GNL, ben, il faut regarder aussi, là on s'est attardé sur la demande, il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur l'offre. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais donner quelques grandes tendances. Alors pardon pour le clin d'œil pour la Coupe du Monde de foot, mais effectivement, on a clairement une situation dans laquelle, en finale, sur la concurrence d'approvisionnement en GNL, les deux acteurs exportateurs les mieux placés, c'est clairement aujourd'hui les États-Unis et le Qatar. Pourquoi? Non, ça va. Muriel Julien, si vous voulez bien couper votre micro. Pardon. Merci. Ça me permet de reprendre mon souffle, donc c'est très bien. Alors, mon côté... Merci, c'est bon. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe côté offre? D'où est-ce qu'on peut attendre des volumes significatifs supplémentaires pour répondre à une demande qui est croissante? Si la demande est croissante, il faut bien qu'il y ait une offre croissante. Sinon, la demande, ça sera de la demande virtuelle. Alors, quelles sont les grandes tendances? Et là encore, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour donner la photographie de ce qui se passe, eh bien là, vous avez la production mondiale de gaz par type de gaz, avec tout simplement le gaz classique, le gaz conventionnel, et puis, grosso modo, ce qu'on appelle le gaz de schiste, essentiellement aujourd'hui produit par fracturation hydraulique aux États-Unis, essentiellement. Et donc, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez une situation, au moins à date, de plateau, depuis 2010 à 2022, de la production de gaz naturel conventionnel, et puis une espèce de plateau ondulant légèrement croissant, potentiel, si les projets se réalisent à horizon 2030. C'est effectivement la Norvège, le Qatar et d'autres grands producteurs et exportateurs, donc producteurs de gaz naturel, matérialisent leurs projets en cours. On y reviendra dans un instant. Et puis, la très, très grosse variable d'ajustement, c'est effectivement le gaz de schiste américain. Alors, si on zoome un tout petit peu, si on s'attarde quand même sur la partie encore principale de l'enveloppe, qui est le pétrole conventionnel, la situation est la suivante. Là, vous avez sur le graphique de droite la production de gaz naturel par degré de maturité. Donc, je disais tout à l'heure, hein, une ressource dite mature, c'est une ressource où on a vidé, on a puisé 50% de ce qui est en place, de ce qui est censément récupérable. Et à partir du moment où vous avez produit plus de la moitié de ce qui est récupérable, eh bien, vous êtes confronté à un déclin, inexorablement. Et là, effectivement, pour compenser ce déclin, c'est un peu une espèce de course sur un tapis roulant, ou un peu comme un sac de sable, vous savez, un tas de sable à la plage, au bout d'un moment, quand on verse du sable, on ne peut plus faire grandir le tas. Eh bien là, voilà, il faut arriver à mettre en production des volumes absolument considérables, ne serait-ce que pour maintenir la production à son niveau, puisque aujourd'hui, à date, à peu près la moitié de la production mondiale de pétrole conventionnel est mature, et de ce fait, vouée au déclin. C'est typiquement le cas aujourd'hui en mer du Nord.
qui est dans le cas d'école un phénomène de déplétion. Et là-dedans, eh bien, le Qatar fait partie, ce n'est pas le seul, loin s'en faut, mais disons que si on résume, c'est l'un des pays qui a des capacités de développement, précisément parce que sa production n'est pas mature, est loin d'être arrivée à maturité, compte tenu des réserves colossales qui leur restent encore à produire. Le Qatar, et je résume encore à contrer ici parce que ce n'est pas le seul, fait partie des pays qui vont pouvoir continuer à verser du sable de façon à ce que le tas de sable ne s'effondre pas. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir continuer à remplir la baignoire d'un côté qui se vide côté ressources en déplétion. Alors, si on prend un peu de recul par rapport à ça, quelle est la situation? Les découvertes que vous avez ici en histogramme rouge, eh bien, les découvertes récentes de gaz naturel, vous avez une tendance au déclin, sur lequel je ne m'attarderai pas. Il y a des raisons à ce déclin, mais disons qu'en première approximation, il y a de fortes chances pour que ce déclin des découvertes ait au moins en partie des raisons géologiques. Alors, au résultat, une fois qu'on a posé le reste à trouver sur le marché mondial du GNL, consistant à définir la différence entre les approvisionnements aujourd'hui non identifiés, d'une part de l'Union européenne et d'autre part du reste du monde, le reste du monde étant aujourd'hui essentiellement l'Asie de l'Est, demain l'Asie dans son ensemble. Une fois que l'on compare effectivement ici avec un scénario de demande qui est celui de Rystad Energy, on compare ça avec les contrats d'approvisionnement existants, eh bien, le reste à trouver, vous l'avez sous les yeux, avec l'écart sur la grosse colonne large qui est les approvisionnements non identifiés à date, à la fois Union européenne et reste du monde, c'est-à-dire encore une fois la différence entre la demande et les contrats existants, et puis les volumes que le Shift Project, au terme de son analyse, estime pouvoir être à date mis sur le marché. Je dis bien à date, puisque là, pour placer ces hypothèses-là, on a pris les hypothèses de Rystad que l'on a retravaillées. Les hypothèses de Rystad, c'est-à-dire c'est un ensemble de jeux d'hypothèses qui ont trait aux réserves, aux infrastructures en place pour aller chercher ces réserves, à des hypothèses de prix. Il y a un scénario sous-jacent d'évolution du prix qui vaut ce qu'il vaut. On met les hypothèses de prix à terme sur les contrats à terme qu'utilise Rystad dans le rapport. Il peut se passer, c'est là où précisément on se contente, j'allais dire, de qualifier un risque et on ne fait pas une prédiction. On dit qu'en jouant avec un certain nombre de jeux d'hypothèses, évolution de la demande plus ou moins haute dans le monde et en particulier en Union européenne, et évolution des capacités futures d'exportation de GNL non contractées d'ores et déjà, en comparant les deux, et vous allez voir, hein, on fait plusieurs comparaisons, dans tous les cas, l'Union européenne est en train d'entrer dans une zone à risque. La zone à risque se matérialisant au mieux par une tension extrêmement vive sur les prix du GNL à court, moyen et long terme. Au pire, un déficit structurel, un défaut d'approvisionnement pour répondre à une demande qui sera de fait, dans ce cas-là, détruite, qu'il s'agisse des besoins en gaz du boulanger ou de l'industriel. Donc, j'insiste bien là-dessus, on fait une photographie d'une zone de récif brumeuse dans laquelle on est en train de rentrer, brumeuse au 6 décembre 2022, et on tâche, en tout cas, d'en tirer des conclusions. Alors, si on prend ces différents clichés que l'on a pris à date, alors là, ici, vous avez l'hypothèse d'un arrêt des approvisionnements russes prolongés, et puis l'hypothèse de demande, vous vous rappelez, hein, qu'on a présenté de Rystad, qui se situe entre la situation actuelle, grosso modo pile au milieu entre la situation actuelle de demande et les objectifs de l'UE, c'est-à-dire un déclin lent de la demande au cours de cette décennie. Eh bien, vous voyez effectivement que la différence entre les approvisionnements non identifiés pour l'ensemble du monde et les volumes au terme d'une analyse dont vous pourrez voir les attendus détaillés dans le rapport, une analyse des volumes susceptibles d'être contractés, c'est-à-dire une composition de
capacité de production, capacité de liquéfaction dans les pays exportateurs, avec différentes hypothèses. Vous voyez, on a une fourchette haute et basse aux horizons 2030. À 2025, c'est assez clair. À 2025, on a une photographie d'ores et déjà tout à fait claire des capacités d'exportation et de liquéfaction, enfin de production puis de liquéfaction. Donc là, effectivement, à 2025, si la Russie arrête totalement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais par hypothèse, arrête complètement ses approvisionnements vers l'UE, et si la demande est conforme au scénario de Rystad Energy, alors on a un gros décalage. Un très gros décalage et des possibilités de déficit sévères sur le marché GNL mondial. Autre photographie, là c'est celle d'un retour à la normale des volumes contractés, d'ores et déjà contractés avec la Russie, et à nouveau le scénario de demande Rystad. Alors là, vous voyez effectivement en 2025 un équilibre potentiel entre les approvisionnements non identifiés UE et non UE et les volumes susceptibles d'être contractés. Alors, un équilibre qui est d'évidence précaire. Alors d'abord, outre la question de la normalisation avec la Russie, qui aujourd'hui n'est pas tout à fait l'ordre du jour. Un équilibre précaire, pourquoi? Eh bien, parce que il suffit d'avoir une conjonction, quand vous avez une offre qui est tout juste au niveau, une offre potentiellement contractable, qui est tout juste au niveau de la demande escomptée sur des volumes qui ne sont pas encore contractés, eh bien vous êtes soumis à des aléas de marché. Encore une fois, on s'intéresse sur le risque. Il peut très bien se passer un équilibre dans le cas où les volumes de la Russie reviendraient à la normale, et dans le cas où l'Union européenne se mettrait à, de façon délibérée, détruire de la demande de gaz. Eh bien, dans ce cas-là, on a un équilibre précaire. Pourquoi? Eh bien, parce que des aléas, il peut y en avoir beaucoup, et on peut penser en particulier aux aléas climatiques. Il suffit d'avoir simultanément un été sec, des barrages, des réservoirs dans les barrages hydroélectriques très bas au Brésil, et des hivers froids en Asie et ou en Europe, pour que la demande de gaz naturel, et en particulier de GNL, soit extrêmement élevée. Bon, ça, c'est un équilibre précaire. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, à date, Nord Stream, qui est l'une des principales artères d'approvisionnement au gaz naturel, est arrêté, et que très vraisemblablement, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir un petit bout de temps, si jamais, pour le réparer, si jamais ces réparations ont lieu. Donc, quelque part, ici, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire un retour, une normalisation très hypothétique aujourd'hui avec la Russie, et une demande se mettant à baisser systématiquement en Europe, eh bien, vous avez quand même un équilibre précaire à l'horizon 2025 qui se matérialise. Si je prends par hypothèse, pour bien faire sentir ce résultat, et c'est précisément cette zone à risque, hein, si je prends le scénario inverse, le pire des cas possibles, c'est-à-dire que la demande de l'Union européenne resterait à son niveau de 2021, c'est-à-dire le dernier niveau d'une année normale, et qu'on était confronté à un arrêt complet des approvisionnements russes de l'Union européenne, ce qui est, il faut quand même s'arrêter une seconde dessus, une situation pas du tout invraisemblable. Aujourd'hui, vous avez des pays qui, à date, au hasard, l'Allemagne, qui étaient partis avant la guerre pour avoir des besoins croissants en gaz naturel. Ils n'ont pas du tout des clients, ne serait-ce que pour sortir du charbon. Bon, on voit effectivement, lorsqu'on confronte dans cette hypothèse, dans ce worst-case scénario, quand on confronte les besoins d'approvisionnement non identifiés de l'UE et du reste du monde, d'une part, et d'autre part, les volumes susceptibles d'être contractés à l'horizon 2025, vous avez un écart qui est plus du simple au double entre demande et offre susceptibles d'être contractées. Donc, quelque part, là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Faute d'offres suffisantes, il y aura de la destruction de demande. Donc, quelque part, pour nous, ça signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, qu'il n'y a pas de statu quo possible pour la demande en Europe. Enfin, si, il y a un statu quo possible, mais ça va être compliqué. Et d'ores et déjà, voilà, pour l'avenir de l'industrie européenne, cet hiver va être tout à fait riche d'enseignements, si j'ose dire,
pour comprendre à quel point on est d'ores et déjà dans la nasse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Eh bien, on a de la chance en France. On a de la chance. Symboliquement, nos dirigeants économiques et politiques sont largement sur un consensus symbolique, en parole, c'est-à-dire s'entend, entre eux pour lancer un grand plan de sobriété énergétique, planifier la sobriété énergétique. Bon, c'est heureux, ce n'est pas du tout le cas partout en Europe, donc très bien. Mais alors, du coup, compte tenu de la description de cette zone à risque que l'on vient de définir, pour nous, au Shift Project, et on a la confirmation concrète de quelque chose que l'on dit depuis notre origine, c'est que décarboner, c'est dérisquer. C'est dérisquer vis-à-vis de nos situations précaires confrontées au réchauffement climatique, mais c'est également dérisquer, confronté à des choses beaucoup plus classiques qui s'appellent les tensions géopolitiques. On est au bout de la branche. On est au bout de la branche. On est dans une situation qui est compliquée. On s'est mis dans la main d'un potentat. On a mis le modèle économique quelque part industriel et européen complaisamment dans les mains de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le bombardement des populations civiles. Donc maintenant, il faut être sérieux pour le climat et pour la pérennité de l'Union européenne. Il faut maintenant, face à une situation historiquement précaire, décarboner. Et il faut le faire de manière cohérente et audacieuse. Et à l'échelle de la France, je renvoie aux travaux du Shift, qui n'épuisent pas le sujet, encore une fois, mais qui sont une ébauche de ce qu'à notre sens, il serait bon d'entreprendre avec cohérence, audace et urgence. Je vous remercie. Je repasse la parole à notre hôtesse. À votre hôtesse, voilà. Nous poursuivons avec ce jeu de chaises musicales. Merci beaucoup Mathieu Ozano, donc directeur du Shift Project. Et je le rappelle, vous pourrez retrouver l'intégralité du rapport sur le site du Shift Project, donc téléchargeable et accessible en ligne depuis aujourd'hui. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Alexandre Sobo. Vous êtes donc président de France Industrie. On en a parlé, hein, l'industrie est aujourd'hui un grand consommateur de gaz. L'industrie française, l'industrie européenne en général. Et donc, on est très heureux de pouvoir échanger avec vous et notamment de pouvoir connaître vos réactions par rapport à cette étude. Je vais donc commencer par une première question. Comment est-ce que vous avez reçu les conclusions de ce travail? Comment est-ce que cela peut influencer la façon dont les industries se préparent à l'année qui vient et aux prochaines années avec donc un déficit potentiel de gaz? Alors, d'abord, on se prépare toujours à des aléas hein, dans l'industrie. Les plans de sobriété, on n'a pas attendu la période actuelle pour y réfléchir, les mettre en œuvre. Il y a de nombreux investissements qui sont faits depuis des années dans ce domaine. Le progrès continu, c'est la base du travail dans l'industrie. Donc, ces sujets-là ne nous sont pas étrangers. Après, le déclenchement de la guerre en Ukraine et tout ce qui s'est passé derrière a exacerbé, si je puis dire, le niveau de tension, la nécessité et tout ce qui est fait autour. Donc, dans ce contexte, très clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on écoute, puisqu'à France Industrie, on a la chance d'avoir l'ensemble de l'industrie, y compris nos énergéticiens, je pense qu'on surestime sans doute un tout petit peu le risque de pénurie. Pour deux raisons. D'abord, le gaz russe n'a pas disparu. Et donc, dans un délai raisonnable, où il reviendra en Europe, ou il ira ailleurs, mais il n'a pas disparu de la surface de la Terre. Et apparemment, il y a des besoins énergétiques dans le monde. Le monde s'organisera pour que le gaz russe aille à des endroits où les gens en ont besoin. On parle d'un grand gazoduc vers la Chine. Je ne sais pas du tout combien de temps il faut pour le réaliser, ni si ça verra le jour. On parle du développement des capacités de liquéfaction au départ comme à l'arrivée. Donc, on ne peut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs quand il y a un événement de cette nature qui se produit. Sur l'évolution des contrats, on l'a vu même dans cette période depuis le début de la crise, le GNL a été réorienté. Alors certes, un peu aidé par les confinements successifs en Chine et le moindre besoin,
mais on l'a vu à d'autres endroits par une très grande sensibilité au prix d'un certain nombre de consommateurs. Et donc, quand les Européens ont fait monter le prix du gaz, la quantité de GNL dont on avait besoin est arrivée en Europe. Et donc, dans la durée, on ne voit pas pourquoi ce type de phénomène, si la tension devait, au-delà de la période conjoncturelle liée à la fermeture assez large des gazoducs russes, devait se produire, pourquoi des phénomènes de ce type ne se produiraient pas. Donc, nous, notre enjeu, il est, de faire de la sobriété, de façon générale et structurelle, et encore plus avec toutes les règles européennes qui arrivent. Et puis, au-delà ou en complément de la sobriété, c'est de voir comment on peut décarboner nos procédés. Et là aussi, en réduisant les dépendances, sachant que dans l'industrie, si je le résume, décarboner des procédés, dans la majorité des cas, c'est les électrifier. Et ça ne les décarbone vraiment que si l'électricité n'émet pas de CO2. Et on sait tous qu'une centrale à gaz émet moins de CO2 qu'une centrale à charbon, mais elle en émet beaucoup plus qu'une centrale nucléaire ou une éolienne. Donc, derrière, il y a plein d'autres questions qui se posent. Mais en tout cas, c'est une préoccupation qu'on regarde. Et il nous semble qu'il ne faut pas surestimer l'analyse court terme quand on se projette à ces échéances et qu'on imagine qu'il va se passer quand même beaucoup d'autres choses et que la pénurie n'est quand même pas la perspective la plus probable. Alors, effectivement, dans cette étude, on parle davantage de tension, de risque sur les approvisionnements que de pénurie. Et on a aussi intégré les différentes… Enfin, on n'est pas tout à fait toutes choses égales par ailleurs, puisqu'on s'intéresse justement au fait que les autres pays… Enfin, si l'Europe a davantage besoin de GNL, par exemple, cela va impacter l'ensemble des importateurs de gaz au niveau mondial. Est-ce que, enfin, dans notamment les chiffres qu'on présente, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur, justement dans cette qualification du risque, des éléments qui vous semblent augmenter le besoin d'accélérer cette décarbonation, en tout cas qui vous alertent davantage par rapport aux éléments que vous aviez déjà en tête? Pour nous, le principal moteur pour décarboner l'économie française et européenne, c'est d'apporter notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Et de ce point de vue-là, le phénomène gaz que vous décrivez, dont je pense que quand on se projette à 2050, de toute façon, je crois que c'est très bien dit dans le rapport, il y a un certain nombre d'aléas et donc par nature, une prévision de ce type est incertaine. Elle identifie les éléments existants, mais le vrai enjeu pour l'économie européenne et à plus long terme pour l'économie mondiale, c'est de préserver sa croissance parce que si la croissance n'est pas préservée, l'insatisfaction, les révoltes et tout ce qui va autour du fait qu'on n'est pas capable de mieux satisfaire les besoins de nos concitoyens a plein d'effets politiques. Et pour tenir cet objectif, il faut le faire en émettant moins de carbone. Et comme on ne le fera pas avec significativement moins d'énergie, il faut décarboner l'énergie qu'on utilise. Et autour de ça, les sources d'énergie décarbonées, on les connaît tous. Il y en a des pilotables autour du nucléaire, il y en a des renouvelables moins pilotables autour de l'éolien et du solaire, avec toutes les questions que ça pose de disponibilité d'espace, de gestion de l'aléa. Et on a bien vu à travers le modèle allemand que les éoliennes à tout crin adossées à des centrales à gaz, ça ne décarbone pas énormément dans le cycle météo qui est celui de l'Allemagne. 2, ça coûte énormément d'investissement. Et 3, comme ça a été très bien dit dans le rapport, ça nous expose en cas d'aléa géopolitique tel que celui qu'on a connu. Tout à fait. Et quels sont aujourd'hui justement les secteurs qui sont les plus exposés à ces risques, à ces tensions, en particulier en France, mais aussi en Europe? Ce qu'on a surtout vu, c'est de la sensibilité au prix. C'est-à-dire qu'on en a parlé dans la sidérurgie, dans la chimie, dans le verre, dans certains métiers de l'agroalimentaire, autour des engrais. Il y a une vraie sensibilité au prix, d'autant plus que l'évolution des prix de l'énergie a été très forte en Europe, mais finalement, quand on regarde, très faible aux États-Unis et en Chine. Et donc, pour des matières qui se déplacent facilement avec un vrai marché mondial, ce qu'on a vu dans cette crise, c'est beaucoup plus une sensibilité au prix qu'au volume. Et c'est bien là aussi un des sujets qui nous inquiète, c'est le caractère totalement asymétrique du choc de court terme, et dont je le dis pour faire écho à mon propos de tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas le surestimer dans les grands équilibres de marché à moyen terme. On le voit, il se crée des capacités, le GNL bouge, des gazoducs pourront être reconstruits à d'autres endroits. À un moment donné, quand la ressource existe,
la nature de notre économie fait que cette ressource va arriver à l'endroit où les gens en ont besoin. Pas forcément à la vitesse qu'on veut, donc ça peut avoir des effets court terme, pas forcément au prix où on avait l'habitude de l'avoir. C'est un petit peu des phénomènes tels qu'on se produit, mais il faut pas surestimer cette partie-là. En revanche, on voit bien une énorme sensibilité prix de certains secteurs de l'industrie et avec un vrai risque que j'ai évoqué plusieurs fois publiquement, de désindustrialisation de la France et de l'Europe dans certains secteurs. Et justement, je voulais y venir. Donc, est-ce que vous diriez, est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'on soit justement non pas dans une sorte de crise temporaire, mais de véritable amorce d'une désindustrialisation massive en Europe? Le risque existe. Le risque, il n'est pas avéré, puisque, encore une fois, on est sur des phénomènes de court terme et que la réponse qui sera apportée dans les mois qui viennent sur la disponibilité et le prix de l'énergie en Europe va être un facteur clé dans toutes les décisions qui seront prises dans le courant de l'année 2023 sur des localisations de nouvelles implantations, sur la pérennisation d'un ralentissement ou d'arrêt de fabrication. Donc, la réponse sur le côté structurel, elle va dépendre de ce qui se passe l'année prochaine. Mais si on dit que l'objectif majeur qu'on a tous, c'est de réduire les émissions de CO2, il ne faut pas se tromper. Tout ce qu'on fera en moins en Europe, ça ne fera pas moins de carbone. Ça fera juste du carbone ailleurs, voire plus de carbone ailleurs, puisque dans des schémas d'électrification des procédés, dans des schémas de déplacement d'activité, tant que le besoin mondial ne change pas, et tel qu'on peut l'estimer aujourd'hui, le fait que l'ammoniac soit produit en Chine, en Europe ou aux États-Unis ne change pas le besoin d'ammoniac du monde. Hein. Donc, la question, c'est, suivant l'endroit où il est produit, les émissions de CO2 sous-jacentes de cette production peuvent être différentes. Et de ce point de vue-là, quand on regarde les grands équilibres, produire en France, compte tenu du mix énergétique historique de la France et d'un certain nombre de décisions qui ont été prises, c'est une décision qui est bonne pour la planète, puisqu'on utilise de l'électricité largement décarbonée et plus décarbonée que tous nos grands pays, tous les grands pays industriels du monde, la Chine, les États-Unis bien entendu, mais même nos grands voisins européens ont une électricité plus carbonée que la nôtre. Par rapport à ces questions de réduction de la demande, donc à la fois pour décarboner et aussi pour se protéger contre ces risques d'approvisionnement à l'avenir, donc on a évoqué les différentes hypothèses sur la demande en Europe, notamment Fit for 55 et Repower EU. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont selon vous les perspectives les plus plausibles d'évolution de la demande de gaz en Europe, notamment pour l'industrie dans les prochaines années? Ça va dépendre de tout ce que l'industrie arrive à faire, ça va dépendre du niveau de soutien qui peut être apporté, puisque dans un monde ouvert, on voit bien toutes les difficultés qu'il y a à mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dont la philosophie est séduisante, mais dont la définition des modalités est toujours très complexe. Celui qui est le plus décarboné, dans un monde ouvert, il est plus cher que les autres. Et donc, progressivement, on peut faire rimer décarbonation avec désindustrialisation. Et donc, pour répondre à votre question, il faut voir quel est le niveau de soutien à l'investissement ou au fonctionnement, quel est le niveau de protection que l'Europe arrivera à mettre en place. Et c'est avec cette photo qu'on pourra estimer une réelle trajectoire de réduction de notre consommation de gaz. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on a des grands objectifs, mais on est très loin d'avoir toutes les photos, tous les outils, tous les moyens qui vont permettre d'apprécier la capacité de l'industrie française et européenne à accompagner, sans perdre d'activité, c'est-à-dire sans désindustrialiser la France et l'Europe, cette trajectoire de décarbonation. Donc, tout le monde partage l'objectif de faire moins de carbone. Mais je vous dis encore une fois, si moins de carbone, c'est juste qu'on fait ailleurs et qu'on fait dans des pays où l'énergie est plus carbonée qu'en France ou en Europe, on va en fait émettre plus de CO2, donc on va plus réchauffer la planète. Donc, il faut en permanence trouver cet équilibre. Et nous, ce qu'on défend à France Industrie, mais on défend la même chose avec Business Europe, c'est que cette trajectoire, elle doit être conduite avec les industriels européens. Elle doit s'adapter au niveau d'investissement, à l'évolution de la technologie. Parce que si on ne fait pas ça, c'est très simple. C'est ce qu'on a connu dans certains moments dans le passé. On fera juste rimer décarbonation de l'économie européenne avec désindustrialisation de l'économie européenne et on ne fera pas avancer d'un centimètre, voire même on fera reculer la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. Et alors, pour en revenir à l'étude, effectivement, donc on parle de cette très probable tension durable sur les prix liés notamment aux difficultés d'approvisionnement. Enfin, très concrètement, quelles sont les mesures, comment est-ce qu'on peut au mieux se préparer par rapport à cette tension durable sur les prix au niveau français et européen? Est-ce que vous en discutez justement dans le cadre de France Industrie, de Business Europe avec les instances en question? Ce qu'on a vu déjà en place, c'est il y a une réponse de court terme à travers des dispositifs de soutien sur l'année 2023 pour permettre aux entreprises les plus impactées de traverser cette période. Mais ça n'est que temporaire et je ne connais pas un industriel qui bâtit un business plan sur une subvention publique. Parce qu'on sait tous que c'est des activités qui sont soumises à de nombreux aléas. Et donc, la question qui reste posée, c'est est-ce que l'Europe est capable de retrouver une énergie compétitive comparée à la Chine et aux États-Unis? Et aujourd'hui, il est clair que l'Europe n'a pas apporté de réponse satisfaisante sur ce point. On a vu des débats sur le capping du prix du gaz, sur les achats communs. Aujourd'hui, il est clair que ces outils tels qu'ils ont été présentés n'apportent aucune réponse, ni d'ampleur, ni de durabilité, qui permettent de rassurer un industriel européen qui, à court terme, a besoin de gaz, qui n'a pas de solution technologique pour le remplacer, qui est en concurrence avec des gens qui travaillent en Chine ou aux États-Unis. Donc, une grosse partie du travail sur le structurel reste à faire. Et une des difficultés auxquelles on est confronté, parce que les gens ont beaucoup dit, dans la lutte contre le Covid, les Européens ont réussi à se mettre d'accord, on a finalement trouvé des solutions et on a été plus efficaces ensemble que séparément, et c'est incontestable. Mais en fait, on avait à affronter la même situation, le déferlement du même virus sur l'ensemble du continent, avec la même inquiétude sur la saturation possible des dispositifs hospitaliers et finalement, tout le monde avait intérêt à travailler ensemble. Quand vous regardez la photo de l'Europe en matière énergétique, puisque c'est resté une disposition nationale, on a des mix énergétiques très différents, on a des choix stratégiques très différents. Certaines décisions d'ailleurs prises dans le passé n'allaient clairement pas dans le sens de la décarbonation. Tous les débats sur la taxonomie, l'inclusion du nucléaire sont des éléments qui venaient repeser au niveau de l'Europe sur des choix qui devaient être nationaux. Mais à partir du moment où les choix sont nationaux et le fruit d'une histoire que chacun appréciera, les situations de chaque pays sont très différentes. Et donc, les schémas de type plafonnement du prix du gaz pour faire l'électricité pour réduire le prix, ça ne coûte pas la même chose à un pays qui a 8% de son électricité qui est faite avec du gaz par rapport à un pays qui a 60% de son électricité qui est faite avec du gaz. Donc, que les pays aient des réactions différentes, c'est malheureusement très compréhensible et ça rend l'exercice beaucoup plus compliqué que beaucoup d'autres choses. Et donc, notre message, ce n'est pas de dire c'est pas compliqué, c'est qu'il faut absolument se reposer la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'énergie ne soit pas durablement 3 fois plus chère en Europe qu'aux États-Unis. Parce que là, les phénomènes qui vont se produire derrière, ils seront assez rapidement irréversibles. Et on a déjà vu des gens se poser des questions. Il y a eu des exemples de données, je ne vais pas y revenir. Il y a des gens qui ne souhaitent pas communiquer, mais un industriel qui consomme de l'énergie aujourd'hui et qui est présent en Europe, il ne fait pas son travail s'il ne se pose pas la question de la pérennité de son activité et de la façon de répondre à un choc de cette ampleur. Bien sûr, effectivement, on sent que la crise actuelle met beaucoup d'industriels en difficulté et on espère que les travaux du Shift, à la fois cette étude donc, qui rappelle, qui qualifie les risques et nos travaux, notamment le plan de transformation de l'économie française sur les mesures, l'anticipation, la planification à long terme peuvent permettre de sensibiliser et on espère d'atténuer ou d'accélérer le… Il faut quand même être lucide sur le fait qu'il y a 2 échelles de temps. Oui. Je pense que toute l'étude qui est faite sur la sensibilité à une ressource énergétique qui n'est quasiment plus produite en Europe, en tout cas en quantité significative, sur le fait que compte tenu des différents chocs, il y a des tensions, il va y avoir des nouveaux équilibres à construire dont on ne connaît pas toutes les conséquences. Ça, c'est évidemment très pertinent. Il y a toute la question avec l'augmentation des prix, tout ce qui est biogaz, donc le développement de alors ce que vous appelez gaz non conventionnel, mais quand on regarde l'histoire, le non conventionnel, il devient conventionnel à un moment, puis il y a du nouveau qui n'existait pas, qui devient non conventionnel. Donc, je pense que ces distinctions, il faut les manier avec prudence. En revanche, il faut avoir confiance dans le génie humain
et dans le génie européen sur le fait qu'on va trouver des réponses. Elles vont juste prendre du temps. Et si, au-delà de prendre du temps, elles se traduisent par un déséquilibre structurel du prix de l'énergie entre ce que font les Américains avec du gaz de schiste pour les Américains en priorité à un prix compétitif, ce que font les Chinois avec j'ai aussi plein de charbon, j'ai un grand programme nucléaire et de toute façon, je vais faire en sorte que mon industrie ait de l'énergie à un prix compétitif. Si on est les seuls au milieu à avoir aucun de ces outils, et ce n'est pas en 2050 qu'on aura désindustrialisé l'Europe, c'est bien avant. Et donc, le facteur temps, pour moi, c'est presque deux sujets différents. Oui. Oui, effectivement. Donc, savoir, pour reprendre les métaphores de navigation de Mathieu Ozano, à la fois naviguer actuellement dans les récifs et puis avoir un cap quand même à plus long terme. Merci beaucoup, Alexandre Sobo. Donc, vous êtes président de France Industrie. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et donc, on vous remercie. On espère que l'industrie européenne va être effectivement mieux armée, en capacité de mieux se préparer face aux dangers qui arrivent. Pour les quelques minutes qui nous restent, donc on vous propose de rester avec nous. On va passer un temps de questions-réponses avec le public. Donc Mathieu Ozano, l'auteur, va revenir. Voilà, il était toujours là. Monsieur le retour. Bonsoir, j'écoutais attentivement. Il était toujours là. Et donc, effectivement, on a plus d'une centaine de questions qui ont été posées lors des différentes interventions. Donc, je vais m'adresser à la fois à Mathieu Ozano et à vous, Monsieur Sobo. L'une des premières questions qui est apparue, c'est lié au fait que lorsque l'on a présenté donc, les différentes hypothèses de l'étude, on parle d'un retour, même si on présente que ce n'est pas très plausible, d'un retour potentiel des livraisons russes. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur, en gros, combien de temps ça prendrait de réparer Nord Stream? Si, pour le coup, les relations se normalisent avec la Russie, ce qui est très peu probable, combien de temps ça prendrait? Il faut mieux que de poser la question à l'industriel. Moi, je suis très, très loin de mon champ d'expertise. Ce que j'ai entendu dire, c'est que si des travaux sont entrepris, il faudrait plusieurs années, c'est ce qui est, et que peut-être, il y a une communication, je ne sais plus qui, dans le gouvernement allemand, qui a même émis l'hypothèse que l'une des deux, plusieurs des tubes certaines des tubes ne soient pas réparables du fait de la corrosion, puisque tout ça se passe en mer. Donc, on a peut-être un truc qui va rester inutilisable. Alors, tout le gaz ne passe pas par là. Du reste, l'essentiel, la moitié du gaz qui nous vient encore de Russie passe par l'Ukraine. C'est un autre facteur limitant. Alors, ce n'est pas un facteur limitant, c'est le nœud de la guerre, en fait. Et puis, l'autre moitié qui passe par la Turquie. Donc, on est aujourd'hui, à date, à peu près 1/5, vous le disiez, M. Sobo. Il y a encore du gaz qui arrive russe, qui arrive sur les marchés européens. On est grosso modo à 1/5 des niveaux historiques. En tout cas, au niveau il y a quelques mois. Oui. Je précise juste un mot par rapport à ce que vous disiez et de ce qui était dans la question. Quand on parle de retour à la normale, je précise bien, c'est la subtilité peut-être pour appréhender l'étude, un retour au niveau de volume prévu par les contrats en cours. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les approvisionnements normaux, puisque j'ai précisé, les approvisionnements normaux en gaz naturel de manière générale, à date, 1/3 vient de contrats court terme en ordre de grandeur. Non, mais il faut bien… Alors, il y a deux choses. D'abord, sur cette problématique des contrats, il ne faut quand même pas perdre de vue que jusqu'au déclenchement de cette crise, le dispositif européen, avec une partie court terme indexée sur un prix spot qui était plutôt favorable à l'acheteur, a permis à l'Europe de disposer d'une énergie assez abondante à un prix très compétitif et que les Allemands en ont évidemment et très largement bénéficié. Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. La stratégie énergétique qui avait été mise en œuvre dans toute la période précédente a à peu près produit les résultats escomptés jusqu'à ce que la guerre en Europe, que si vous reposez la question il y a 3 ou 4 ans, personne n'imaginait dans cette ampleur et ses conséquences, viennent complètement perturber les équilibres. Et sur Nord Stream, là aussi, il faut interroger des gens beaucoup plus compétents que moi. Mais comme Mathieu, ce que j'ai entendu, c'est qu'à l'échéance, en tout cas, des tensions des 2 ou 3 prochaines années,
la probabilité de remettre Nord Stream 1 ou 2 en service paraît très, très faible. Enfin, c'est les choses que j'ai entendues. Et donc, ce n'est pas un outil qui va nous permettre de traiter le sujet des tensions volume et prix qui peuvent être très dommageables à l'industrie européenne sur le court terme. Non, et puis peut-être compléter d'un mot, lorsqu'on parle d'une hypothèse de non-retour à la normale, l'Union européenne décide aussi de limiter considérablement ses achats d'hydrocarbures à la Russie. Donc, oui. Si on a un facteur, voilà, il y a toujours la guerre sur le continent européen. Diverses capacités, les capacités, voilà. Donc on est vraiment dans un univers totalement incertain. Et nous, c'est pour ça que peut-être que ça intéresse le ministère des Armées. On a tendance à regarder plutôt le verre à moitié vide. Et je pense qu'il a plus d'à moitié vide aujourd'hui en termes d'équilibre risque. Et voilà, tout simplement, notre discours au Shift, outre les engagements climatiques, c'est on a là encore une fois une seconde excellente raison d'être sérieux avec les engagements de décarbonation. Autre question du public, quid du biogaz? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que les méthaniseurs dans l'Union européenne peuvent contribuer à amortir la chute, à servir de parachute ventral, pour reprendre une expression chère à notre président Jean-Marc Jancovici? Oui, alors le Shift, on a très peu travaillé cette question, et c'est la raison pour laquelle, à notre habitude, on a posé des hypothèses plutôt prudentes sur les capacités à développer de façon salubre la production de biogaz. Il y a des façons assez saines de développer les capacités de production de biogaz, et il y en a d'autres qui sont totalement catastrophiques. Pour l'ironie de l'histoire, si j'ose dire, il faut se rappeler qu'il y a encore 10 mois, l'Allemagne tentait de convaincre l'Ukraine d'ouvrir Nord Stream 2 en échange d'achats supplémentaires de céréales pour faire tourner ces méthaniseurs comme contrepartie pour faire tourner ces méthaniseurs en Allemagne. Donc ça, c'est évidemment pas la manière dont on envisage les choses au Shift, et je pense en France. Mais à date, on a peu travaillé ce sujet, ce qui nous conduit à retenir des hypothèses plutôt basses par rapport à ce que les projets qui sont en cours, parce qu'on retient cette notion qui est très ancienne, que c'est la dose qui fait le poison. Plus vous allez vous mettre sur des hypothèses hautes de développement de biogaz, plus vous avez des chances que ce biogaz soit développé dans des conditions qui, notamment d'un point de vue environnemental, sont insalubres. Et d'ores et déjà aujourd'hui, en Bretagne notamment, il y a des symptômes qui montrent que plus vous allez miser massivement sur cette ressource, plus vous allez avoir des effets secondaires désagréables, divers et variés. Je crois que le plan de l'Europe, c'est quand même 35 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030. Ça va participer, si c'est fait. Alors, je ne suis pas un spécialiste des effets secondaires, mais en tout cas, ça participera de l'équilibre du marché dans des conditions qui ne sont pas du tout négligeables. Et en plus, c'est quand même une façon de satisfaire nos besoins énergétiques sans émettre plus de CO2, puisqu'on le recycle. Ensuite, concernant justement l'avenir des contrats, il y a certains spectateurs qui s'interrogent sur les contrats avec l'Afrique en GNL. Est-ce que, c'est vrai que c'est un fournisseur potentiel dont on a peu parlé. Est-ce qu'il y a des potentiels gisements du côté du continent africain? Alors, des gisements pas développés. Alors, parlons déjà de l'offre existante. Ouais. Elle est intégrée dans nos travaux, puisque sous la houlette d'Olivier Reich, qui nous a conseillé sur ce travail, qui nous a guidés dans ce travail, on a intégré les hypothèses de Richtat de développement avec des fourchettes hautes et basses, à la fois en termes de capacité de production future et de capacité d'exportation avec les infrastructures de liquéfaction qui sont aujourd'hui prévues, qui sont aujourd'hui dans le pipeline, si j'ose dire. Et donc, on a l'ensemble des exportateurs à date potentielle avec une hypothèse haute et basse à l'horizon 2030
à l'horizon 2025, les infrastructures, on les connaît, les capacités d'exportation, il y a assez peu d'incertitudes. On a des hypothèses au TBAS qui intègrent notamment non seulement effectivement le Mozambique, des ressources à développer dans le golfe de Guinée, mais également Chypre, la mer Noire potentiellement entre la Turquie et la Roumanie à longue échéance. Donc tout ça est intégré en fait dans les équilibres de marché ou les déséquilibres plutôt de marché que l'on anticipe. Et à date, pour l'instant, les exports de GNL africains sont très faibles. Quid de l'impact climatique de cette accélération de la demande du GNL et notamment de la demande en gaz de schiste? Là, c'est une question aujourd'hui, elle est, pour nous, on le regrette au Shift, mais elle vient loin, malheureusement, et on le voit bien, hein, c'est bien toute cette question de cette espèce de marécage en fait, dans lequel on s'est piégé nous-mêmes en suivant la pente de plus faible résistance. On prend ce qu'on a, on est tributaire, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on a pris les engagements climatiques. L'économie européenne reste tributaire massivement de ressources de plus en plus contraintes, de plus en plus compliquées à aller chercher, que ce soit le biogaz ou le GNL, c'est plus compliqué. Monsieur Sauveau, vous disiez tout à l'heure le conventionnel. Ce qui définit le conventionnel, c'est que c'est plus facile. C'est quand même plus facile que de développer massivement du biogaz ou que même de faire de la fracturation hydraulique. Ce n'est pas les mêmes modèles économiques, etc. Donc, plus on avance dans l'histoire, plus on est limité sur les ressources faciles, sur les low-hanging fruit, plus il faut aller chercher. Voilà. Et le GNL, de ce point de vue-là, il y a des grosses questions sur l'impact carbone du GNL dans l'état de l'art, c'est-à-dire dans les meilleures conditions possibles. Faire du GNL, ça suppose de compresser, de refroidir, de regazéifier, tout ça, ça demande de l'énergie. Et lorsque l'énergie qui est fournie typiquement au bord du golfe de Mexique, du côté de Corpus Christi, du côté de Houston, etc., c'est pas avec l'énergie des ailes des papillons que tout ça est fait. Donc il y a un impact carbone qui est extrêmement important et qui, dans de nombreux cas de figure, est censément supérieur à l'impact carbone transport par gazoduc, lorsque le gazoduc ne fuit pas, ce qui est malheureusement bien souvent le cas, notamment en Russie, avec des fuites de méthane tout à fait. Donc c'est encore une zone d'eau. Vous voyez, quand on qualifie un risque, il y a aussi ce risque-là de se retrouver piégé sur des ressources fossiles tarissables et qui ont un impact carbone. Alors c'est vrai pour le GNL, c'est vrai aussi, je dois leur dire un mot quand même, parce que c'est la situation aujourd'hui, sur le charbon. Là, aujourd'hui, complaisamment, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut passer l'hiver, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue que la situation, elle doit s'apprécier au niveau mondial. Sur les grands enjeux dont on parle, ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait en France ou en Europe, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le monde. Et on l'a bien vu dans la gestion de cette crise, on ne va pas manquer de gaz parce que finalement, une partie du GNL qui était prévue d'aller pas en Europe puisqu'on avait le gaz russe est venue en Europe. Les Allemands vont mettre moins d'1 an à développer des terminaux flottants de regazéification à l'arrivée. Si on avait posé la question il y a 2 ans, c'était des projets de 3 ans minimum. Donc, on voit bien que face à un choc, face à la nécessité de satisfaire les besoins des industriels comme des concitoyens de chaque pays, on trouve des solutions. La vraie question pour moi sur les 3-4 prochaines années, c'est à quel prix ? Et c'est ça qui va être le facteur le plus déterminant de ce qui va se passer pour l'économie européenne. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, malheureusement avec des conséquences sur les émissions de CO2 qui peuvent être lourdes, puisque si on fait ailleurs un certain nombre de choses, ce ne sera pas bon pour la planète. Et donc, quelque part, se dire qu'on profite de cette crise pour remettre à plat un certain nombre de choix énergétiques, et notamment autour de vraies solutions décarbonées pilotables. Et je crois que là-dessus, on est tous d'accord, il y en a qu'une technologiquement gérable, c'est le nucléaire. Toutes les autres solutions énergétiques, et l'hydraulique, mais l'hydraulique, il est largement exploité, et l'augmentation de capacité dans ce domaine, en tout cas en Europe, paraît assez lointaine. Donc, on est vraiment en face d'un sujet où se redoter d'une stratégie long terme qui soit compatible avec nos objectifs de réchauffement climatique et des objectifs de développement économique socialement acceptables, c'est indispensable. Et de ce point de vue-là, que ce soit en termes de dépendance à l'extérieur
que ce soit en termes d'emprise au sol, que ce soit en termes de pilotabilité, on a effectivement, en tout cas, fait des choix en France qui, si on se projette à l'horizon d'une vingtaine d'années, devraient nous mettre en situation beaucoup plus favorable que la période un peu difficile qu'on vit cet hiver et sans doute l'hiver prochain. Mathieu, ouais. Pour nous, on table, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait convergent, notamment dans les travaux de RTE, sur une nécessité de développer massivement toutes les ressources en énergie décarbonée qu'on est capable, de façon salubre, de développer. Le nucléaire et les barrages n'épuisent pas le sujet, à moins qu'on se transforme tous en champions de la sobriété, mais sobriété. Voilà, donc c'est quand même un élément qui est documenté aujourd'hui, que le nucléaire n'épuise pas le sujet tout seul. Pas plus que les renouvelables, et même en étant sous des hypothèses hautes de développement de ces deux ressources, la sobriété s'embarque d'elle-même parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à répondre, notamment pour l'industrie, au niveau actuel de demande. Et puis, je voulais juste réagir également sur l'expression que vous avez eue, à quel prix? Alors, j'ai envie de dire à quel prix au pluriel, puisqu'on a évoqué l'impact climat de cette crise, charbon, la question de la modernisation du GNL, mais compte tenu du commanditaire de l'étude, il faut bien dire quand même, le prix au pluriel, c'est aussi un prix géopolitique. On a fait un choix, vous avez dit, M. Sobo, qu'il a été payant. Effectivement, on a fait un choix de mettre quand même le modèle économique et industriel européen peu ou prou dans les mains d'un potentat. On paye le prix fort aujourd'hui. La question est de savoir, dans un monde où il y aurait, c'est ce qu'on identifie dans l'étude, un risque fort de concurrence sévère d'approvisionnement sur le GNL, quel peut être le prix à payer aussi en termes d'équilibre géopolitique. On a parlé des relations avec l'Afrique. Il faut aussi se poser la question des relations avec le sud de l'Asie. On est déjà en train d'assécher les capacités du Bangladesh, par exemple, à s'approvisionner en GNL. Il y a aussi une question qui est de concurrence interne à l'Union européenne, qui est d'ores et déjà vive. On l'a vécu au moment de la crise des dettes souveraines. C'était déjà un petit peu compliqué entre le Nord et le Sud. À Dieu ne plaise qu'on ne soit pas capable de faire preuve d'union lorsque on serait éventuellement, et c'est ce qu'on identifie dans l'étude, confronté à une concurrence vive d'approvisionnement en gaz intra-européenne. C'était la réaction que je voulais faire. Donc, dans tout ça, si on veut se dérisquer par rapport à caractère tarissable des ressources et carbonées des énergies fossiles, il faut s'organiser de façon cohérente pour mettre en œuvre enfin nos objectifs de décarbonation. C'est notre point de vue. Pour faire le PTEF, plan de transformation de l'économie française, et on l'espère des travaux équivalents au niveau européen et mondial. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Mathieu Ozano, auteur de cette étude, Alexandre Sobo, président de France Industrie. Merci beaucoup. Et donc, on va se diriger lentement mais sûrement vers la conclusion de ces travaux. Vers l'apéro, non, mais je suis... Avant Allez être avec nous, M. Sobo. Avant tout ça... Écoutez, je ne suis pas dans la salle où il y a la bouteille, donc ça va être un peu dur, l'apéro. On trinquera à la santé de l'industrie française. En tout cas, décarboné. On est donc, on vous remercie d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à nous suivre ce soir. Donc, on le rappelle, ce webinaire sera disponible en replay sur la page YouTube du Shift Project juste après l'événement et sur notre chaîne, sur la page Facebook juste après l'événement et sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Le Shift a d'autres événements avant de partir en vacances de fin d'année. Donc, le 7 décembre, demain soir, on repart en quête de résilience des territoires et ce sera la fin d'un cycle sur la résilience des territoires. On s'intéressera à la résilience des territoires littoraux et on donnera la parole notamment à Édouard Philippe. Et ensuite, le 15 décembre à 18h, il y a la publication finale du rapport Climat-Finance qui s'intéresse donc à la façon dont on peut aujourd'hui enseigner la finance en tenant compte des enjeux climatiques. Et on aura le plaisir d'accueillir Bruno Le Maire lors de cet événement. Donc, vous pourrez retrouver toutes les infos concernant ces deux événements sur le site du Shift Project.
Et un dernier mot pour la fin, on remercie encore nos partenaires, donc la DGRIS, RTE, le BRGM, et on reste à votre disposition pour toute question. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Mathieu et moi, vous retrouverez nos coordonnées sur le site du Shift Project. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été nombreux pour nous suivre. Merci. Merci. Au revoir.